Maintenant que vous vous êtes tous bien replongés dans les consoles portables des années 2000 grâce à mes dernières vidéos, il est temps de vous sortir le Saint Graal, la PSP Go. L'horloge geek la plus chère du monde. Mais ça se comprend, tu peux faire des petites vagues en appuyant sur les gâchettes. Bon, avouez que c'est le hardware portable le plus classe qui soit. Citez-moi une console sortie ces 15 dernières années qui est plus élégante que cette PSP Go de 2009. Pour moi, elle est indétrônable. Jusqu'à ce qu'elle sorte sa tub. Oula, elle vient de perdre 9 points de charisme. Et là on a envie de rire, se foutre de sa gueule. Mais je vous rassure, même à l'époque les gens se payaient sa tête. Et pourtant, moi déjà, en 2009, j'étais à contre-courant. Elle m'avait tout de suite charmé. Bon, j'avais 15 ans aussi, j'étais con. Objectivement, elle avait que des défauts. Et c'est juste son design original qui m'hypnotisait. Enfin, c'était original pour une console, parce qu'avant elle, beaucoup de téléphones avaient déjà le clavier qui se rabattait. Comme mon Sony Ericsson de l'époque. Pourquoi ils ont fait ça alors que le design de la PSP originale était déjà très fonctionnel? De toute évidence, pour se la péter et voir jusqu'où ils pouvaient pousser la miniaturisation de leur hardware. Mais surtout, pour tester le marché, puisque ça ne vous aura pas échappé, si vous suivez un tant soit peu l'industrie du jeu vidéo, sinon je sais pas ce que vous foutez sur cette chaîne, que c'est la première console de l'histoire des grands constructeurs qui se vendait comme ouvertement 100% dématérialisée. Alors, qui se vendait, c'est un bien grand mot, même moi à qui elle donnait envie, je l'ai pas acheté. Et c'est même pas le full démat qui me rebutait. Comme je vous l'ai dit, à cet âge-là, j'étais bête. J'avais pas encore conscience que le dématérialisé pouvait causer la perte de notre pouvoir d'achat et de notre souveraineté. Non, si je l'ai pas prise, c'est juste à cause d'un tout petit obstacle qui s'est mis entre elle et moi. Son prix. Je vous rappelle qu'en 2009, la PSP avait déjà 5 ans et se trouvait à 100 € de moins. J'aimais la PSP, j'en avais déjà une, et rien ne justifiait de la revendre pour avoir à peine de quoi payer 50% d'une Go. Pour Sony, c'était clairement un crash test, dont le seul but était de collecter des données avant de définir une stratégie pour leur prochaine console. C'est grâce à elle que la PS Vita a un port cartouche et pas de stockage interne, mais des petites cartes mémoire hors de prix à la place. Alors que ouais, la PSP Go avait 16 Go de mémoire embarquée, comme vous pouvez le lire sur la boîte. C'était pas mal en vrai pour l'époque, tu pouvais installer une bonne dizaine de jeux dessus avant de devoir recourir à une carte mémoire. Oh non, ils sont sérieux, ils ont encore changé le format. Sur PSP c'était les memory sticks, mais sur la Go, vu que tout est plus petit, fallait que ça soit des memory sticks micro. Et vu que Sony y font chier jusqu'au bout, sur Vita c'était encore un autre support de stockage. Y a que Nintendo qui est resté fidèle aux cartes SD. Vous vous souvenez de mon Sony Ericsson de l'époque? Bah il était vendu avec une memory stick micro d'1 giga pour mettre de la musique. Donc c'est cool, j'ai pu la recycler dans ma PSP Go bien plus tard. Quand est-ce que je l'ai acheté d'ailleurs? Bah c'était en 2017, 2 mois après la Switch. C'est la première fois où je touchais un semblant de salaire, donc je me faisais un peu plaisir. Et ça va, j'abusais pas, ma PSP Go, je l'ai achetée neuve à 100 €. Ça serait pas le même prix aujourd'hui, mais j'ai revérifié, ça a pas trop explosé non plus. Vous pouvez encore vous faire plaisir si vous êtes aussi dérangé que moi. Parce qu'en 2017, c'est un vieux rêve que je réalisais. Cette chimère de mon enfance m'appartenait enfin. Et j'ai réalisé qu'au-delà d'être une variante rigolote, ce modèle de PSP, il avait en fait beaucoup de qualités, que je vais vous présenter pour que vous compreniez pourquoi j'y joue encore et toujours des années plus tard. Jetons un coup d'œil à la boîte. Elle dit « le système PSP le plus petit et le plus léger à ce jour ». C'est pas prêt de changer. Il y a des termes marketing qui se sont perdus, n'empêche. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas vendre une nouvelle console en mettant en avant que c'est léger ou petit. Au contraire, faut dire que les écrans sont X% plus grands, jusqu'à se retrouver avec des tailles d'écran déraisonnées comme sur Switch ou Steam Deck. J'aime bien l'écriture du 16 Go, ça reprend le style des bundles PS3, comme s'ils avaient prévu de sortir plus tard des modèles avec plus de capacité. Dans la boîte, il y a des notices, un chargeur encore différent de la PSP ou de la Vita, décidément, elle veut se faire remarquer, Mago. Il y a un CD d'installation du logiciel Mediago pour Windows uniquement, compatible XP et Vista, attention. Je l'ai jamais installé, j'en avais pas l'utilité, mais vu que c'est une machine démat, c'était pour avoir une interface PC pour gérer ses fichiers ou acheter du contenu. Une sorte d'iTunes de Sony. Parce qu'on rappelle que cet appareil, il était pas que pour le jeu vidéo. C'était un excellent outil multimédia avant qu'on ait la 3G partout. Tu t'en servais comme baladeur MP3 et même pour mater des films. Quand tu rabattais les boutons, t'avais un petit écran transportable qui offrait une lecture très confortable par rapport à nos attentes de l'époque. Mais aujourd'hui, qui va télécharger des vidéos sur son PC, les convertir au format PSP, pas en HD, pour les copier sur sa console alors que YouTube existe? Personne. Donc on va se concentrer sur les jeux vidéo. Mais avant ça, quelques mots sur la bête. La boîte mentait pas, c'est bien plus petit qu'une PSP normale, ce qui entraîne une qualité et un défaut. L'écran est très beau, plus lumineux, plus petit, donc encore plus fin vu qu'on garde la même résolution. Mais alors l'ergonomie c'est pas ça. Moi qui habituellement aime garder mes index constamment sur les gâchettes, là c'est impossible. La machine est pas assez large et elle est trop fine pour la tenir à pleine main. Si on exclut l'écran, regardez comment c'est fin.
C'est un beau bijou, mais c'est pas pratique pour les jeux qui utilisent beaucoup les gâchettes, comme Wipeout. En revanche, pour les autres, ça fait quand même bien le taf, et j'irais même jusqu'à dire que le stick est légèrement plus accessible ici que sur une PSP originale, où faut baisser son pouce. Mais bon, les joueurs PlayStation, ils savent faire ça. A noter que le stick est cette fois-ci légèrement plus petit. Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas dérangeant. Les boutons aussi sont plus petits, et ils dépassent moins pour pouvoir se ranger sous l'écran. Résultat, c'est pas des boutons qui s'enfoncent vraiment, c'est des micro-switch. Après, c'est une question de préférence, mais c'est le modèle qui te fait réaliser à quel point la PSP originale est toujours hyper ergonomique. Aujourd'hui, si on n'a aucune machine qui sort avec cette forme, c'est qu'il y a une raison. La PSP Go est plus pratique qu'ergonomique. Enfin, c'est trop fun de la slider, et ça la rend bien plus compacte. Je me demande s'il n'y a pas une inspiration de la Nintendo DS là, avec l'idée de pouvoir la fermer pour qu'elle prenne moins de place. Seulement, l'intérêt du clapet, c'était surtout de protéger les écrans des rayures. Or là, sur PSP, il reste vulnérable. Un point sur lequel Sony s'éloignait de Nintendo, en revanche, c'est au niveau de la taille de leur machine. Les deux sont partis dans le sens inverse. Les DS avaient des écrans de plus en plus grands, et donc de plus en plus pixelisés à chaque nouvelle version, donc c'est marrant de constater qu'au contraire, Sony a cherché à miniaturiser sa PSP. D'ailleurs, si elle s'appelle Go, c'était pour l'emmener on the go, donc partout en déplacement. Et en ce sens, elle marche à merveille. Comme la Game Boy Micro, combien de fois je l'ai juste mise dans la poche intérieure de mon manteau pour jouer entre deux stations, à un petit Locoroco ou Lumines. Si je continue les comparaisons avec le modèle original, on voit que tous les boutons d'option ont été déplacés derrière l'écran, donc on les voit plus, et ils sont perturbants à atteindre au début, tu galères à trouver la luminosité ou le volume instinctivement juste au toucher. Tant que je suis derrière un mot sur L et R, ils ne sont plus transparents, ils ont un revêtement métallique stylé. Par contre ils sont chelous, peut-être trop flottants. Tu peux appuyer dessus à plusieurs endroits. Une de ses critiques à l'époque, c'est qu'elle avait pas de deuxième stick. Or là, on imagine très facilement qu'il aurait pu trouver sa place ici, pour rendre la machine encore plus symétrique. Mais non, à la place, on a le bouton Start et Select qui s'emboîtent pour former un rond. Et ça, c'était pas la meilleure idée. C'est pas très naturel au début, on les confond quand il fait sombre. Sinon, toujours un bouton pour bloquer la connexion sans fil, toujours un bouton Power qui allume la console dans un sens et verrouille les boutons dans l'autre. Seulement maintenant, il y a un deuxième bouton Power. Est-ce que vous arrivez à le voir? C'est tout simplement l'ouvrir. Ça démarre la console. Donc pensez à bien laisser le lock enclenché si vous voulez juste admirer ces boutons sans l'allumer. Au niveau des fonctionnalités en plus, maintenant si tu appuies sur le bouton PlayStation en plein jeu, en plus de pouvoir quitter, tu peux aussi mettre le jeu en pause. Et ça c'est inédit sur PSP. Ce que ça fait, c'est que ça fait une save state carrément. C'est pratique si tu veux retourner sur la cross media bar sans perdre ta progression. Ou même lancer un jeu complètement différent pour revenir ensuite exactement là où tu avais laissé le précédent. Alors c'est qu'une save state à la fois, mais c'est hyper impressionnant pour une console de 2009 je trouve. C'est le quick resume de la Xbox Series avant l'heure. C'était une machine très en avance sur son temps, parce que c'était même une Switch avant l'heure. On peut la brancher sur une télé. Bon, vous me direz, c'était déjà le cas de la PSP Slim & Lite, sauf que la Go, elle a l'avantage d'être compatible Bluetooth. Et donc tu peux connecter une manette DualShock 3 dessus. Ça c'était ouf avant que la PS-TV existe. C'est littéralement la Switch de Sony. Mais en moins pratique parce que tu connectes pas une DualShock 3 comme ça, non. Faut passer par une PS3 pour faire la liaison la première fois. Ou alors par un PC avec un petit logiciel. Mais après c'est bon, elle se connecte à chaque fois, jusqu'à ce que tu la rebranches sur une PS3 ou une PS-TV, et là tu dois refaire le process. C'est vrai que c'est bien moins instantané que sur Switch, mais j'ai quand même trouvé ça pratique. Je m'en suis vraiment servi de cette fonctionnalité. Donc avec toutes ces qualités, pourquoi elle a pas cartonné? Bah déjà je rappelle que 100€ de plus qu'une PSP ça faisait mal, et à l'époque on craquait encore la PSP originale en remplaçant la batterie. Or sur la Go, elle n'était plus amovible, donc il y avait des craintes. En plus du 100% digital qui lui a directement donné mauvaise réputation. Ça posait des questions de revente et de préservation. Et effectivement, 15 ans plus tard, la PSP Go en elle-même est inutilisable officiellement, vu que le PlayStation Store PSP a fermé. Alors en théorie, tu peux encore acheter des jeux sur le store PS3 et à partir de là les copier sur une PSP, mais ça demande une console intermédiaire. La PSP Go n'est plus autonome comme machine, vu que tu ne peux pas insérer du MD. Donc 100% des gens qui l'achètent aujourd'hui, c'est pour la craquer. Parce que maintenant c'est facile à faire, et là ça devient une petite merveille. Émulation, PS1 Classics, et bien sûr tous les jeux PSP que tu veux. D'autant qu'en dématérialisé, ils ont tendance à charger encore plus vite, parce que le format UMD, on se souvient, il était connu pour ses temps de chargement un peu longués. Oh, mais regardez comme le temps passe! Est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au jeu?
Je vous ai préparé une liste de titres soigneusement sélectionnés car parfaitement adaptés à la PSP Go. À commencer par un jeu PSP avec plein de Go, Dead or Alive Paradise. Comme d'hab, on salue les gens qui regardent votre téléphone dans le métro par-dessus votre épaule. J'ai un bon watch time en général quand je commence par quelque chose de cochon. Oui, pourquoi vous croyez que ma vidéo sur la 3DS XL a autant de succès? Dead or Alive Paradise, c'est un spin-off de la série de jeux de baston bien connue. Vous connaissez sans doute aussi la série des Dead or Alive Extreme Beach Volley sur Xbox. Bah là, c'est la première fois que ça débarquait sur console Sony. Sur portable qui plus est. C'est toujours étonnamment bien modélisé, mais comme d'hab, je trouve que le beach volley c'est chiant comme sport. Donc c'est encore au casino que je m'amuse le plus, à jouer au poker ou au blackjack. C'est cher payé pour ce que c'est, parce qu'il est pas donné en physique, alors aucun scrupule à le pirate acheter en démat. Surtout sur une console full démat. Et quitte à jouer en démat, autant télécharger des jeux jamais sortis chez nous. C'est parti pour quelques exclus PSP cantonnés au Japon, auxquels on peut heureusement jouer aujourd'hui depuis que des fans ont sorti des traductions anglaises. Kurohyo Ryuga Gotoku Shinsho, ou pour faire court, Yakuza PSP. Oui, il y a eu un Yakuza inédit exclusif à la PSP au Japon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y en a eu 2 des Yakuza inédits exclusifs à la PSP au Japon. Alors à l'époque, on en avait peut-être rien à foutre parce que la série était pas encore très populaire en Occident, mais aujourd'hui, la promesse de jouer à un tout nouveau Yakuza avec un nouveau protagoniste, ça vend du rêve. D'autant qu'il exploite intelligemment les capacités de la console. Il y a toujours des phases d'exploration en ville, et pour garder le nombre impressionnant de PNJ à l'écran, il y a des décors en 2D précalculés, comme à l'époque de la PS1. Mais sans que ça fasse cheap, ça rend très bien. Ça rappelle les 2 premiers Yakuza sur PS2 qui avaient pas une caméra libre. Les cinématiques, c'est des images en mode bande dessinée comme Metal Gear Solid Peace Walker. En mode combat par contre, les persos sont hyper bien modélisés et c'est méga fluide. Les coups ont du punch, on retrouve l'ADN de la série, mais forcément vu les capacités techniques limitées de la PSP, on se retrouve plus à affronter une dizaine d'ennemis à l'écran. Le plus souvent c'est du 1 contre 1. On sent qu'on est sur un épisode qui a pas le même budget, mais là où je vous disais que c'est un spin-off intelligent, c'est que toutes les contraintes techniques que j'ai évoquées, je les ai jamais perçues comme cheap, parce qu'elles sont bien amenées. Dès le départ, le scope est maîtrisé, et ça reste cohérent dans ce que propose le jeu. Reste que la série, j'y joue principalement pour son scénar et ses minigames. Et ça n'a fait que s'améliorer avec les années. Donc cet épisode, c'est un super jeu dans le cadre de la ludothèque PSP, mais à l'échelle du jeu vidéo, il y a d'autres épisodes qui sont bien plus prioritaires. Donc je dirais que ça reste que pour les fans hardcore qui ont déjà retourné tous les Yakuza principaux et qui en redemandent encore. Même la série Suikoden a eu son épisode exclu PSP. Genso Suikoden The Woven Web of a Century, sorti uniquement au Japon en 2012, c'est-à-dire après la sortie de la PS Vita. Et moi j'aime bien les jeux de fin de vie, surtout quand ils sont aussi ambitieux. Il est beau franchement pour un JRPG PSP. Avec une résolution HD, il pourrait se faire passer pour un jeu Vita sans problème. Comme Yakuza, il y a un patch anglais qui traîne sur internet, donc ça permet de comprendre le scénar, et ça tombe bien parce qu'il est pas inintéressant, avec son héros qui est contraint de voyager dans le temps pour rencontrer ses ancêtres. C'est marrant. C'est pas le meilleur de la série, mais notez tout de même que c'est le dernier Suikoden officiel. Valkyria Chronicles 3, je vous le donne en mille, il n'a jamais été édité en dehors du Japon non plus. C'est un tactical RPG de Sega avec un gameplay 3D, qui fait suite au premier sorti sur PS3, au deuxième sorti sur PSP, et qui précède le 4 sorti sur PS4, Xbox One et Switch. Donc c'est marrant, officiellement, en Occident, il y a un trou dans la série. On est passé du 2 au 4. Mais maintenant, grâce à des gentils fans, on peut combler ce vide car Valkyria Chronicles 3 est trouvable en anglais, si vous savez vous servir de Google. Je l'ai pas précisé jusque là, oubliez pas que quand vous jouez à des jeux japonais, rond et X sont inversés. C'est rond qui valide et X qui annule. Ça demande un petit temps d'adaptation, alors idéalement, faites-vous tous vos jeux japonais à la suite pour éviter qu'un jeu européen vienne vous perturber davantage. C'est ça que j'adore aussi à notre époque. Plein de jeux qui étaient hors de notre portée sont maintenant accessibles grâce à des communautés motivées et organisées qui font renaître des titres qu'on aurait pu oublier depuis le temps. Et par exemple, dernièrement, je cherchais des jeux PC Engine CD, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis chez nous, donc c'est génial qu'il existe des versions patchées, traduites de titres sortis exclusivement au Japon. Mais sur PSP, il y a déjà tellement de quoi faire, rien qu'avec les jeux sortis chez nous, qu'on a vite fait d'écarter les exclus japonaises. Or, quand tu creuses, tu vois qu'il y en a plein aussi. La PSP, c'est un gouffre sans fin de jeux à découvrir. Donc j'aurai toujours la frustration de pas avoir le temps de vous parler de tous ceux que je voudrais. Alors tant que j'y suis, aujourd'hui je suis dans ma lancée, je vais en profiter pour vous présenter plein d'autres jeux. Loco Roco Midnight Carnival, il en a pas le nom, mais en gros c'est Loco Roco 3. Je l'ai découvert assez récemment parce que je le croise jamais dans les caches. Pour la simple et bonne raison
qu'il a pas eu de version physique. C'était un épisode sorti uniquement sur le PSN à 15€ à l'époque. À quelle époque plus précisément, me demandez-vous ? En octobre 2009, c'est-à-dire pile poil le mois de la sortie de la PSP Go. Ça pour une coïncidence. Un jeu full des maths pour accompagner une console full des maths. Et je pense qu'il n'y a pas plus bel ambassadeur de la machine, vu que c'est le seul jeu que je connaisse qui peut se jouer entièrement avec la console fermée, sachant qu'on se sert que de L et R, même dans les menus. Pour valider, faut appuyer sur les deux en même temps. Vous connaissez le concept de Loco Roco ? Là c'est pareil, sauf que le twist, c'est que si tu sautes directement après un saut, tu fais un rebond encore plus vénère, et ça augmente ta chaîne de score, donc l'enjeu c'est de jamais s'arrêter de rebondir. Et ça marche même pour faire des wall jumps. Ça paye pas de mine, mais c'est une super idée qui renouvelle bien le concept de la série tout en restant fidèle à ce qui faisait sa force. C'est tellement fun de jouer à la PSP Go comme ça, on a l'impression d'avoir encore une nouvelle console, toujours plus petite et tellement mignonne. Je sais pas si vous voyez le genre de plaisir qu'on ressent à jouer sur une version miniature d'une console qu'on aime, comme la Switch Lite ou la Game Boy Micro. Ça les rend tout de suite plus attendrissantes. Là c'est pareil, mais chez Sony. Par contre, un jeu qui était pas franchement adapté à la PSP Go, c'est Monster Hunter Freedom Unite. Comme je vous le disais, il manquait un deuxième stick à la console pour certains types de jeux où bouger la caméra est important. Donc les pro-gamers de Monster Hunter à l'époque, ils adoptaient la technique dite du crabe, avec le pouce sur le stick et l'index sur la croix. Ça se fait sur une PSP normale, mais bonne chance sur une Go. Le fait qu'ils soient à côté et pas l'un en dessous de l'autre rend la technique encore plus douloureuse. De là à dire que c'est ce qui a causé son échec au Japon, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais je rappelle qu'avant de sortir sur toutes les machines, Monster Hunter, pendant des années, ça ne rimait qu'avec PSP, et c'est ce qui a en grande partie contribué au succès de la machine au Japon. C'est un peu le Pokémon de PlayStation, vu qu'il y avait une grosse dimension sociale à faire des missions de chasse en coop. Aujourd'hui, en solo sur PSP, sans la communauté, je pense que ça a tout de suite beaucoup moins d'intérêt. Je vous ai dit c'est ma tournée, j'enchaîne rapidement avec d'autres jeux, mais en mode speed. Gurumin, un petit jeu d'action-aventure plateforme tout mignon, qui est aussi sorti sur 3DS en démat par la suite, mais c'est un jeu PSP à la base, alors je le mentionne, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça des jeux dans son style, avec un gameplay full 3D. Disgaea, un des tactical RPG les plus cultes selon moi. Ce premier épisode, c'est un portage de la PS2, et en vrai, cette fois je vous recommanderais plutôt la version Nintendo DS qui a le mérite d'être traduite en français. Ouais, la PSP, si tu parles pas anglais, tu oublies. Prini, Can I Really Be the Hero ? C'est un spin-off de Disgaea qui se passe dans le même univers rigolo, mais avec un gameplay plateforme action. Il a de la personnalité et une certaine originalité. Je vous le recommande. Street Fighter Alpha 3 Max. C'est la version définitive de Street Fighter Alpha 3 sur PS1. Il y a des petits modes en plus, des persos additionnels. Il y avait déjà eu une version Game Boy Advance avec des bonus, mais là, autant vous dire que sur PSP, on est à un autre niveau en termes de résolution, de fluidité des animations et de précision avec la croix. Encore que sur ce jeu-là, je privilégie la croix d'une PSP normale qui ressort bien plus que celle de la Go. Metal Slug XX, c'est très bien, mais c'est un portage de Metal Slug 7 sur DS. Décidément, ça arrivait souvent que les consoles portables de Sony et de Nintendo s'échangent leurs jeux. Lumines. Je vous ai déjà parlé de mon Sony Ericsson de l'époque ? Je sais, ça fait longtemps. Il était fourni de base avec une version de Lumines préinstallée. Je vous raconte pas le nombre de soirées que je passais sur mon téléphone à chatter avec mes copains et copines, à jouer à Lumines pendant que j'attendais la réponse à mon dernier SMS, tout en écoutant de la musique sur ce merveilleux téléphone multifonction. Donc y rejouer sur PSP, ça m'a rappelé de bons souvenirs, parce que c'est un super concept de puzzle game. Le reboot de Sega Rally sur PSP, il est génial. Un peu différent de l'épisode salon dans le maniement, mais c'est pas plus mal. En plus il est beau, c'est un de mes jeux de course préférés de la machine. SSX On Tour, c'est si t'aimes la course sur neige. Il tourne bien sur PSP. L'occasion de rappeler qu'avoir des jeux multi-supports dans le creux de ta main à l'époque, c'était encore un truc de ouf, même si souvent il y avait des petites diffs avec la version salon. Comme dans GTA par exemple, il y en a eu plusieurs sur PSP. On va commencer par le premier, Liberty City Stories. C'était complètement dingo d'avoir un full GTA portable en 2005. En théorie, c'est un jeu inédit, mais en pratique, il reprend toute la map et les assets de GTA 3 sur PS2, même si l'histoire est différente. Sa suite, Vice City Stories, pareil, il recycle la map PS2 de GTA Vice City. Donc ok, c'est des exclus, mais il y a un air de déjà vu quoi. Et le plus drôle, c'est que ces deux jeux ont fini par être portés à leur tour sur PS2. Retour à l'envoyeur. Ouais, après la sortie de la PS3, plein de jeux PSP ont commencé à être portés sur PS2, histoire de continuer d'occuper les quelques millions de personnes qui possédaient la console la plus vendue de tous les temps.
mais sans mobiliser trop de ressources en développement. Et enfin, GTA Chinatown Wars, c'était encore un portage de la DS, mais sans le tactile. Fouh, je vois le nombre de pages de texte que j'ai écrit et je sens déjà que RM du futur va avoir envie de se pendre pendant le montage. Donc on va s'arrêter là pour les jeux. Un dernier mot sur la PSP Go quand même avant de vous quitter. C'est un très bel objet. Elle a des matériaux de qualité qui lui confèrent un niveau de finition supérieur à certaines machines qui sortent aujourd'hui. De toute façon, Sony, à part pour la PSP Street, ils ont toujours sorti des consoles portables classe, destinées surtout aux adultes. Pendant ces années de vie, c'était pas une machine si nulle que ça. Ok, c'était que du démat, mais il y avait plein de jeux de qualité sur le store à moins de 20 balles, donc même légalement, ça restait très facile de s'amuser dessus. Son principal souci, c'était le prix d'entrée, et le fait qu'à la fin des années 2000, les joueurs étaient pas encore prêts à abandonner totalement leur boîte de jeux. Résultat, elle a bidé, et la seule fois où je l'ai vue dans la nature, je me souviens, ça m'a marqué, c'était sur les Champs-Élysées, il y avait des mecs qui faisaient du breakdance sur le trottoir pour gagner quelques euros, et c'était une PSP Go qui était branchée à leur enceinte pour diffuser le son. Ça m'avait fait sourire. De nos jours, en termes de possibilités, elle vaut clairement pas une PS Vita, mais son design la rend encore fascinante à découvrir pour quiconque est adepte de consoles mortes. Et au-delà d'être une curiosité pour collectionneurs, c'est réellement une superbe console pour jouer, si t'es du genre à voyager léger. En déplacement, la vie est plus belle avec une Go pour passer le temps.